Christophe Ondelatte. Deux histoires de fantômes aujourd'hui, tirées toutes les deux du livre de Patricia Daré, paru chez Michel Lafon, Il y a quelqu'un dans la maison. Patricia Daré, vous la connaissez peut-être, ça n'est pas son premier livre, est un médium qui parle, prétend parler avec les morts, et aujourd'hui avec les fantômes des morts. Et elle est là, bien sûr. Bonjour Patricia. Bonjour Christophe. Deux choses que je veux dire en préambule. D'abord, on se connaît bien, tous les deux, depuis très longtemps. Vous êtes animatrice à France Bleu Berry Sud, où on a travaillé ensemble il y a plus de 30 ans, à Châteauroux. Et d'ailleurs, je me souviens qu'à l'époque, je ne savais rien de tout ça. Moi non plus. À l'époque, rien. À l'époque, rien du tout. Vous ne soupçonniez pas que vous aviez ce don et ce pouvoir. Non seulement je ne le soupçonnais pas, mais ça ne m'intéressait pas du tout. Et vous n'étiez pas croyante. Pas du tout, je ne suis toujours pas croyante d'ailleurs. La deuxième chose que je veux dire, c'est une question d'honnêteté vis-à-vis de nos auditeurs et vis-à-vis de vous, c'est que moi-même je ne suis pas croyant de tout cela, mais je vais raconter ces deux histoires étonnantes tirées de votre livre sans les juger, telles quelles, en vous respectant, et puis on en parle après. Ça vous va ? Très bien. Voici donc ces deux histoires de fantômes, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Patricia Daré n'a pas de caravane sur la place de son village du Berry. Elle n'a pas non plus de cabinet dans lequel elle reçoit, où elle donne des consultations. Patricia ne fait pas commerce du don qu'elle prétend avoir reçu. Ça n'est pas Madame Irma. Quand on l'appelle au secours, elle répond. C'est tout. Quelqu'un qui s'est débrouillé pour avoir son numéro, ou alors c'est une lettre. Et ce jour-là de mars 2015, c'est un mail qu'elle reçoit. Un mail d'un certain Nicolas qui habite à Bourges avec sa femme et ses 3 enfants. Il se passe des choses bizarres chez lui. Il ne lui en dit pas plus, il voudrait juste qu'elle le rappelle. Nicolas ? Bonjour, c'est Patricia Daré. Vous vous souvenez, vous m'avez envoyé un mail. Ah oui, bonjour Patricia. Merci de me rappeler. Bon, alors dites-moi, qu'est-ce qui se passe ? Écoutez, c'est une histoire complètement délirante, ça fait un mois qu'il nous arrive des trucs absolument dingues. En fait, je préférerais vous en parler de vive voix. Vous accepteriez de passer nous voir ? Bourges, ça n'est pas loin de chez elle. Je vous rappelle que Patricia est berrichonne. Alors elle y va. Et elle se retrouve face à une grande maison. C'est une jolie femme, environ 40 ans, qui lui ouvre. Anne-Sophie est la femme de Nicolas. Elle entre, et tout de suite elle sent comme un pincement au niveau de la poitrine. Une énergie lourde et suffocante me mettait mal à l'aise. J'allais devoir me concentrer pour écouter et comprendre ce qui se passait. Il était certain que nous n'étions pas seuls. Je vous en prie, asseyez-vous. Bon, voilà comment ça a commencé. C'était il y a un peu plus d'1 mois. Lucas, notre plus jeune fils, il a 6 ans. Un matin, il s'est levé. Il avait des traces de griffures dans le dos, ça partait du cou et ça allait jusqu'en bas des reins. Mais pas le genre de griffures qu'on peut se faire tout seul. On avait l'impression que son dos avait été labouré, comme par les griffes d'un chat. Au début, on a cru que c'était ses frères qui avaient fait ça. Mais ils nous ont promis que c'était pas eux. Et puis avec le recul, je les vois très mal faire ça à leur petit frère. On appelle le petit Lucas, on lui soulève le t-shirt, les cicatrices sont encore visibles, boursouflées. Il est le seul à avoir ces griffures. Des griffures, oui. Mais Mathias, notre second, s'est retrouvé avec des bleus partout. Et le petit dernier, Enzo, lui, il a pris une gifle. Une gifle ? Oui, une baffe qui venait de nulle part. Et là, j'avoue que ça a sérieusement commencé à nous faire gamberger. Entre nous, ça n'est pas très facile à raconter pour Nicolas et Anne-Sophie. La peur de passer pour des fous, des zinzins, des bretzingues, des qui travaillent du ciboulot. Mais bon, maintenant ils sont lancés
Patricia les écoute, elle a l'air de ne pas les juger, alors il raconte la suite. Parce qu'il y a une suite. Nicolas d'abord, le père. Mais moi aussi, il m'est arrivé quelque chose de complètement fou. Il y a 2 semaines, j'étais en train de regonfler mon vélo dans le garage. Et là, j'ai senti des mains se poser sur mes épaules. Elles m'ont fait valdinguer en avant, avec une force incroyable. Il n'y avait personne. Et dans la foulée, c'est Anne-Sophie qui raconte son histoire. Mais moi, c'était il y a 1 semaine environ. Je rangeais le placard de ma chambre. Eh ben, on m'a tiré violemment les cheveux, sauf qu'une fois de plus, il n'y avait personne. Je me suis demandé si je perdais pas les pédales. Patricia demande alors à visiter la maison. Donc ben là, c'est notre chambre. Et puis là, c'est la chambre des enfants. Patricia fait le tour de toutes les pièces, une par une. Elle ressent un malaise, quelque chose d'impalpable, de malsain. Voilà, de malsain. En revanche, elle n'a aucune vision. Aucune voix ne lui parle. Rien de rien. Et comme sa spécialité, ce sont les fantômes, elle est désolée. Vous savez, moi, ce que je sais faire, c'est parler avec les voix qui habitent les maisons. Là, oui, je sens quelque chose d'étrange, de malsain même, pour vous dire, mais je n'entends aucune voix. Je crains de ne pas pouvoir vous aider beaucoup. Elle est sur le point de s'en aller, de rentrer chez elle. Vous pourriez juste m'indiquer où sont les toilettes ? Elle entre dans les pipi-rooms, elle ferme la porte, et là, elle reçoit un énorme coup dans le dos. Elle a le souffle coupé. Et elle sent comme une force invisible qui la traverse de part en part. Alors elle ressort. Elle ne dit pas un mot sur ce qui vient de lui arriver pour ne pas inquiéter Nicolas et Anne-Sophie. Et elle leur dit juste « Bien. Je crois qu'il est temps pour moi de réfléchir à votre problème. Je vais vous rappeler, très vite. Et tenez-moi au courant s'il se reproduit des phénomènes bizarres, d'accord ? Quand elle quitte cette famille pour rentrer chez elle à l'autre bout du Berry, Patricia est là dans sa voiture, elle gamberge et elle se dit « Ces événements sont survenus les uns derrière les autres, en très peu de temps. Quelque chose s'est immiscé dans cette famille, ou plutôt quelqu'un. Il y a un fantôme. Il ne lui a pas parlé, mais il y a un fantôme dans cette maison. Pourquoi se manifeste-t-il maintenant ? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille ? Qu'est-ce qui a changé récemment ? Quelques jours plus tard, elle reçoit un appel d'Anne-Sophie. Patricia, c'était hier soir vers 19h. Nicolas était en train de regarder la télé avec les garçons. Eh ben, vous n'allez pas le croire, le canapé sur lequel ils étaient tous assis s'est soulevé. Je suis arrivé dans le salon au moment où il retombait par terre. Je l'ai vu. J'ai eu la peur de ma vie, Patricia. Allons bon. Voilà maintenant que le canapé se met en lévitation. Ça, Patricia, ça lui parle. Elle en a entendu 1000 des histoires de lévitation. Au point d'ailleurs qu'elle s'est fait sa théorie, elle pense que la lévitation résulte d'une émission importante de matière psychique. Elle pense qu'un fantôme peut faire tout ça, peut soulever un canapé. Et donc, le samedi suivant, elle y retourne. Elle retourne chez Nicolas et Anne-Sophie dans leur belle maison bourgeoise de Bourges. Et elle les sent beaucoup plus anxieux que la fois précédente. J'ai l'impression qu'il y a un intrus dans la maison. On n'est pas seuls. Je fais tout pour pas inquiéter les enfants, mais ça devient de plus en plus compliqué, Patricia. Aidez-nous. Il faut nous aider. Elle refait donc le tour du propriétaire. Et à nouveau, elle a cette sensation de malaise qu'elle avait ressentie la première fois. L'atmosphère est pesante, mais elle n'a toujours pas de vision. En revanche, il y a un truc qui l'a fait tiquer, un truc auquel elle n'avait pas accordé d'importance la première fois. Les meubles. Les meubles.
sont tous anciens. Ça ne vient pas de chez Ikea. Intéressant, votre mobilier. C'est un héritage? Ah non, 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 non. Je chine beaucoup, j'adore aller chez les brocanteurs, chez les antiquaires. Hein? Et vous avez acheté des choses ces derniers mois? Oui, oui. Un pichet en terre cuite. C'est tout? Attendez, j'ai acheté un vieux tabernacle du XVIIIe siècle il y a environ 1 mois et demi, mais il est au grenier. Vous voulez le voir? Un tabernacle? Et un peu qu'elle veut le voir. Un tabernacle, c'est un petit coffre qu'on trouve dans les églises, juste derrière l'autel. C'est là-dedans que le curé enferme le pain et le vin sacré, les ciboires, les hosties. Vous voyez? Les voilà donc qui montent au grenier. Et il est là, posé. Patricia s'accroupit, elle le caresse, et elle ressent un froid glacial. D'un coup, elle est frigorifiée. Elle a la chair de poule. Vous pouvez me laisser seul? Un instant? Une fois Nicolas et Anne-Sophie sortis, elle ouvre la petite porte délicatement. Et d'un coup, elle voit un éclair blanc et elle entend une voix d'homme essoufflée qui se met à sangloter. « Pitié! Pitié !» Elle retire sa main, elle recule et elle est prise d'une angoisse terrible, la peur de mourir. C'est lui. C'est ce tabernacle, innocemment rapporté d'une brocante, qui est à l'origine de tout ce qui se passe ici. Elle en est certain. Les griffures, les coups, le canapé qui se soulève, c'est lui. Je crois avoir trouvé la source de vos soucis. Vous voulez dire le tabernacle? Mais comment est-ce possible? Ça, je ne peux pas encore vous le dire. On va s'en débarrasser tout de suite. Est-ce que ça vous embête si je l'embarque avec moi? Et voilà donc Patricia qui place le tabernacle dans le coffre de sa voiture. Je vous tiens au courant! Et qui l'emporte chez elle, à Villedieu-sur-Indre, près de Châteauroux, le tabernacle et son fantôme. Bon, elle ne le met pas dans sa chambre à coucher, hein. Elle le met dans la cabane du jardin et elle le laisse reposer là pendant 2 jours. Au bout de 2 jours, elle retourne le voir. Elle s'accroupit devant l'objet et elle passe sa main dessus délicatement. Elle se concentre et là, elle dit qu'elle a une vision. Elle voit des émeutes, elle voit une église, elle voit des types armés qui saccagent tout l'intérieur de l'église et qui hurlent. Et puis elle voit un homme qui prend le tabernacle et là, ses visions s'arrêtent d'un coup. Net. Les jours qui suivent, elle y retourne. Et à chaque fois, elle passe sa main dessus et elle a les mêmes visions. Des hommes armés, une église, des hurlements. Et à nouveau, ces visions s'arrêtent net au moment où un homme s'empare du tabernacle. Une nuit, elle est réveillée par une voix d'homme qui sanglote. « Pitié! Seigneur! Prenez pitié !» Et à nouveau, elle est prise d'une terrible angoisse. Elle a la peur de mourir. Elle enfile un pull, elle se précipite dans le jardin, elle s'assoit devant le tabernacle, elle ouvre la petite porte et elle dit qu'elle a une nouvelle vision. L'intérieur d'une église. Un prêtre agenouillé devant l'autel. Il a des cheveux blonds qui lui tombent sur les épaules. Il est de dos, il est en train de prier. Alors dans son jardin, devant ce tabernacle, Patricia se met à réciter le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui... Et là, notre Père. Elle dit qu'elle voit le prêtre qui se retourne et qui la fixe. Il est très jeune.
Les jours qui suivent, ses visions se font de plus en plus précises. Elle voit toujours des hommes armés, elle voit des faux, des maillets, des fusils qui saccagent tout et qui hurlent en se dirigeant vers la sacristie, et elle voit le jeune prêtre qui prend un coup de bâton sur le crâne et qui s'écroule. Elle commence à décoder la scène. Tout ça commence à faire sens. Voilà ce qu'elle voit. C'est une scène de la Révolution française. Ce sont des révolutionnaires qui exécutent un prêtre. Je vis son esprit passer dans le tabernacle. L'homme de Dieu, peu conscient de la mort et trop enfermé dans sa peur et sa résistance aux révolutionnaires, s'était réfugié dans l'objet qui allait devenir son église. J'ai compris que chez Anne-Sophie et Nicolas, le prêtre n'avait senti aucune vibration familière et s'était senti en danger et qu'il avait décidé de frapper en premier. Et maintenant, la mission de Patricia, c'est donc de libérer ce prêtre de son tabernacle, de l'aider à rejoindre l'au-delà. Alors le soir même, elle retourne auprès du tabernacle, elle emporte un livre de prière, elle ouvre la porte, et elle récite une prière. Je sentis un tumulte dans l'invisible, comme si les dernières résistances étaient en train de lâcher. Pourtant, la ferveur religieuse du prêtre s'opposait encore à ce qu'il pensait peut-être être un piège. Patricia continue de réciter ses prières, et peu à peu, elle dit qu'elle ressent comme un grand soulagement. Elle le sait, l'âme du prêtre s'éloigne vers l'au-delà. Elle a gagné. Elle a rempli sa mission. Europe 1, On de la raconte. Je vous raconte aujourd'hui 2 histoires tirées du dernier livre de Patricia Daré, Il y a quelqu'un dans la maison, aux éditions Michel Lafon. Patricia dit qu'elle est médium, qu'elle a le don de parler avec les esprits et les fantômes. Elle sera là tout à l'heure pour s'en expliquer. Je vous ai dit mon scepticisme personnel. Mais voici néanmoins la 2e histoire qui se déroule à l'automne 2016. Et là, c'est une amie de Patricia, Annie, qui fait le contact avec le fantôme. « Patricia, je te jure, tu devrais voir Adèle. Elle vit pas loin, elle vit à Montluçon. C'est une dame très âgée. Mais il se passe des trucs bizarres chez elle. Vraiment bizarres. Va la voir. » Oh, écoute, t'es gentil. Tu me dis qu'elle est très âgée. T'es sûr que c'est pas un délire sénile ? Je t'assure, elle est loin d'être folle. Allez, fais un petit effort, Patricia. Laisse-moi te la présenter. Tu verras, tu me remercieras. Et donc, par amitié pour sa copine Annie, Patricia accepte de faire ce petit effort. Et elle va chez cette vieille bonne femme à Montluçon. Elles y vont ensemble, en vérité. Et elles arrivent devant une immense maison. Genre manoir victorien sur 3 étages. Vous voudriez faire un film sur une maison hantée, vous la choisiriez tout de suite. Et les voilà qui frappent à la porte. Une porte en bois massif qui s'ouvre lentement. Et là, apparaît Adèle. L'air de sortir tout droit d'un roman d'Agatha Christie, mais souriante, lumineuse même. « Ah bonjour, je vous attendais. Je suis Adèle, enchanté. Merci de passer me voir. Entrez, je vous en prie. » Et elle s'installe dans le salon. La déco est vieillotte, mais d'emblée, Patricia s'y sent bien. « Votre maison est charmante, Adèle. »« Oh, merci, merci. Ça fait plus de 60 ans que je vis ici. Cette maison appartient à la famille de mon défunt mari. Elle a été transmise de génération en génération depuis sa construction en 1852. Je serais incapable de la quitter. Et vous vivez seul ici ? Ah oui, oui. Depuis la mort de mon mari, d'ailleurs, c'est à partir de là que tout a commencé. » Et là, Adèle se met à raconter une histoire qui commence il y a 20 ans, 6 mois après le décès de son mari. Un soir, elle est dans le salon, en train de regarder la télé. Elle entend des bruits de pas dans le couloir. Au début, elle pense que c'est sa femme de ménage qui est revenue, comme elle a les clés. « Madame Robin ? Madame Robin, c'est vous ?
Pas de réponse. Alors elle se lève, elle va voir. Rien. Les bruits de pas ont cessé, il n'y a personne. Mais un quart d'heure plus tard, voilà qu'ils reprennent à l'étage. Je vous jure, hein, quelqu'un marchait dans la chambre du premier étage. Je peux vous dire que ça m'a fichu une de ces frousses, mais vous savez quoi? Eh bien, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis monté à l'étage pour voir, pour me défendre. J'ai avec ma canne. Elle raconte qu'elle arrive à l'étage et que tout doucement, elle baisse la poignée de la porte, elle l'ouvre sans faire de bruit. Rien. Rien, personne. En revanche, quelques jours plus tard, j'étais en train de lire dans le salon. Et là, j'ai vu passer une silhouette dans le couloir. Une petite personne vêtue de bleu. Alors je me suis précipité dans sa direction, mais là encore personne. Mais j'étais pas folle, j'avais vraiment vu quelqu'un passer. Adèle raconte que dans les jours qui suivent, elle est témoin de choses bizarres. Des portes qui claquent alors qu'il n'y a pas de courant d'air. Des bruits de pas. Je me disais que j'étais devenu folle. Mais plusieurs fois, la femme de ménage a été témoin de tout ça. Et je peux vous dire qu'après, elle est venue travailler avec la peur au ventre. Ah oui. Ces phénomènes ont duré comme ça pendant 1 an. Et 1 an après, en pleine nuit, Adèle a été réveillée par un froid glacial. On était en plein mois de février. Alors je me suis demandé si c'était pas la chaudière qui avait rendu l'âme. Je me suis redressé sur mon lit, et là, au bout de mon lit, j'ai vu comme je vous vois une femme dans une robe bleue. Elle avait un visage fin, gracieux, un beau chignon bien fait, et elle me regardait. Et je voyais son visage dans la pénombre, sa peau diaphane, ses grands yeux. Ce que pense Patricia à ce moment-là du récit, pour être honnête, elle a un doute. Un doute sur la santé mentale de la vieille dame qui est assise en face d'elle. Elle donne trop de détails. Sa description du fantôme est trop précise. Dans son livre, elle écrit « J'écoutais sceptique, car la somme de détails qu'Adèle se plaisait à me décrire me faisait penser aux imaginaires des petites filles qui vous dépeignent avec 1000 fioritures les faits des histoires qu'elles inventent. Nombreux sont ceux qui imaginent des fantômes pour donner un sens à leur existence. » Mais elle laisse Adèle poursuivre son histoire. Cette femme avec sa robe bleue revient plusieurs fois dans sa chambre. Une fois, elle portait même un collier en or, avec des pierres bleues. Encore ce luxe de détails, ce côté too much. La vieille Adèle a l'air de brinque-baller du ciboulot. Mais il faut que je vous raconte ce qui s'est passé quelques années plus tard. Un jour, j'étais dans la cuisine, je faisais l'argenterie. J'ai eu comme un étourdissement, mais pas vraiment un malaise, l'impression d'être traversé par une force. Alors, je suis allé m'asseoir dans le fauteuil, et à ce moment-là, mon bras s'est mis à se raidir. Et je peux pas vous expliquer pourquoi, mais il fallait que j'écrive à tout prix. J'étais comme guidé par une force invisible. Et donc elle raconte qu'elle s'est mise à écrire. Au début, des formes anarchiques, du gribouillage d'un enfant de 2 ans, et puis à un moment, une suite de lettres. Un I, un S, un M, un E, un R, un I et un E à nouveau. Isméry. Isméry, c'est un vieux prénom qui ne se porte plus guère. Eh bien, figurez-vous qu'à partir de ce jour-là, je me suis mis à communiquer régulièrement avec cette femme. Vous me croyez, Patricia ? Dites-moi, Adèle, vous savez pourquoi cette femme est apparue juste après la mort de votre mari ? Oui, vous allez comprendre. Parce que cette Isméry a réellement existé. C'était la sœur du grand-père de mon beau-père. La famille de mon mari, donc. D'après ce que je sais, elle souffrait d'anorexie mentale. Elle ne mangeait pas, elle était très maigre et elle a fini par mourir très jeune, à l'âge de 22 ans, en 1858. Vous savez, ses parents n'assumaient pas du tout sa maladie. Ils avaient honte. Et puis, ils n'avaient pas pu la marier à un bon parti. Alors ils l'ont cachée. Ils l'ont cachée tout ce temps. Elle est restée enfermée ici jusqu'à sa mort. Et vous voulez savoir la cause de son trouble psychique ? Eh bien, moi, je le sais.
C'est l'inceste, Patricia. Son propre père l'a violée, c'est lui qui l'a rendue folle. Alors vous me demandez pourquoi elle aurait attendu la mort de mon mari pour réapparaître? Elle détestait les hommes. Elle a tout simplement attendu qu'il n'y ait plus d'hommes dans cette maison pour se montrer à nouveau. Adèle a raconté son histoire avec beaucoup de décontraction, sans donner l'impression d'être plus perturbée que ça. Et du coup, notre amie Patricia, qui pourtant croit dur comme fer à l'existence des fantômes, est toujours un peu sceptique. Est-ce que cette vieille folle n'invente pas tout ça? Mais elle prend le parti de la croire. Adèle, c'est Isméry qui est l'ancêtre de votre mari. Il faut l'aider à partir. Il faut l'aider à rejoindre l'au-delà. Il faut l'aider à trouver la paix. Ah, mais moi, je ne sais pas faire tout ça. Moi, si. Et Patricia promet qu'elle reviendra dans 3 semaines. Et 3 semaines plus tard, la voilà donc de retour au manoir. Elle s'installe dans la chambre d'Adèle. Une chambre de vieille dame avec des fleurs partout, sur les murs, sur les draps. Une pièce joyeuse, en vérité. Pas du tout le genre d'endroit où on imagine croiser des fantômes. Et elle s'endort, et la première nuit passe. Et le lendemain, au petit déjeuner, Adèle lui demande. « Vous n'avez rien senti ?»« Ah non, rien. »« Vous doutez de moi, n'est-ce pas ?»« Ah non, non, je vous respecte, je ne doute pas de vous, Adèle, c'est juste que cette histoire est incroyable. J'aimerais juste ressentir moi aussi la présence d'Isméry. Je voudrais qu'elle me fasse un signe. » La deuxième nuit, vers 1h30 du matin, Patricia se réveille avec une sensation étrange, l'impression de ne pas être seule. Elle lève la tête, et là, au pied du lit, pendant 1 seconde, pas plus, elle voit une silhouette féminine, une robe, qui disparaît tout de suite, mais elle l'a vue. Et voilà ce qu'elle croit comprendre à ce moment-là. Elle se dit qu'au fil des années, Adèle et Isméry, Adèle et le fantôme, sont devenus comme fusionnels. Elles ont besoin l'une de l'autre. Elles ne peuvent plus se passer l'une de l'autre. C'est devenu malsain. Adèle s'est repliée, s'est enfermée dans sa relation avec cet ancêtre fantomatique. Dites-moi, Adèle, dites-moi la vérité. Depuis combien de temps vous n'avez pas mis le nez dehors ? Depuis que tout a commencé, vous sortez de moins en moins. C'est ça. Vous voyez plus personne. Ben oui. Mais c'est normal. Je suis âgé, j'ai du mal à me déplacer. Adèle, je comprends qu'au début, la présence d'Isméry était comment ? Réconfortante pour vous. Elle vous tenait compagnie, alors vous avez commencé à vous faire plus discrète dans le village, à un peu moins inviter vos amis. Isméry est devenue votre seule force de survie. Vous pensez ? C'est possible. Elle doit partir, Adèle. Elle doit partir pour que vous retrouviez la sérénité. Adèle fait oui de la tête. Elle accepte de se libérer d'Isméry. Mais ça ne va pas être facile, ça va faire un vide dans sa vie. Mais pourquoi cette jeune femme n'a-t-elle pas rejoint l'au-delà à sa mort ? Pourquoi est-ce qu'elle a continué à hanter ces lieux, Patricia ? Isméry était attendue, comme tous ceux qui franchissent ce cap qu'est la mort. Seulement, elle n'était pas prête à partir, elle était trop enfermée dans sa douleur psychique. Dans cette société de convenance de l'époque, on l'a cachée, et donc à sa mort, elle est restée cachée. Dans son livre, Patricia écrit « Je restais auprès d'elle toute la journée, la réconfortant à ses multiples demandes. Elle allait libérer Isméry de plus de 100 ans de souffrance. » Patricia donna à Adèle une recette. Une solution. Alors Adèle, vous allez prier. Vous allez prier tous les jours et demander dans vos prières à Isméry de suivre la lumière. D'accord ? Et elle la laisse seule avec son fantôme. Et les jours passent, et les mois. Et un jour, Patricia reçoit une lettre d'Adèle. Cher ami, je veux vous raconter la dernière visite d'Isméry.
Je l'ai vue le soir où vous êtes parti. Je me suis réveillé au milieu de la nuit. Elle était là, assise au bord de mon lit, dans sa robe bleue. Elle me regardait et pour la première fois, je l'ai vue sourire. Je me suis sentie si bien, si légère. J'ai compris qu'elle me remerciait. Alors, je veux vous remercier à mon tour. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Voilà donc pour ces deux histoires tirées du livre de Patricia Daré qui est là en face de moi. Le livre s'appelle « Il y a quelqu'un dans la maison ». Moi, j'aime beaucoup, Patricia, cette deuxième histoire pour plein de raisons. La première, c'est que vous-même, vous doutez. Ma première réaction, c'est de douter. Parce que je me dis, il faut vraiment voir et constater toutes les possibilités existantes et voir si elles sont valables ou pas, pour pouvoir dire qu'il y a quelque chose de paranormal. Il y a tellement de choses normales qui peuvent causer justement ces troubles, ces désirs, ces volontés de voir quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui sont dans une extrême solitude, elle est âgée, elle est seule. Oui. Et se créer une compagnie, c'est quelque chose qui est fabuleux quand on a l'âge d'Adèle. Alors vous écrivez d'ailleurs, ça me fait penser aux imaginaires des petites filles qui vous dépeignent avec mille fioritures des faits, des histoires qu'elles inventent. Nombreux sont ceux qui imaginent des fantômes pour donner un sens à leur existence. Il y a donc des gens qui inventent des fantômes qui n'existent pas. Il y a des gens qui inventent des fantômes parce que ça donne un sens, ça leur permet d'être intéressants ou d'être énigmatiques, et puis aussi ça leur permet d'appeler des gens pour venir constater. Et ces gens, le temps qu'ils passent avec eux, ils ne sont plus seuls. Ça crée des liens. Et il y a des gens chez qui je suis allée, par exemple, à qui j'ai dit écoutez, il n'y a plus personne, je ne ressens plus rien, ou il n'y a plus personne. Mais ils vous rappellent en disant c'est revenu, parce que d'un seul coup, la solitude revient. Ou carrément, ils me disent c'est embêtant parce que j'étais bien quand même. Voilà, j'étais pas tout seul. C'est ce que disait Adèle, en fait. Cette solitude, c'est l'ennemi aussi du bon sens et de la raison, parfois. Et il vous arrive souvent de tomber sur des illuminés qui ont inventé des fantômes pour se tenir compagnie. Et au fond, c'est quelqu'un d'autre qui vient vous voir pour vous dire « Mais il y a un fantôme là-bas, mais eux-mêmes, à la limite, ils vivraient bien avec ce fantôme qu'à la fin de leur jour. » Il y a des gens qui protègent leurs fantômes. C'est-à-dire ce sont des fantômes qui n'existent pas forcément, mais qui sont protégés parce que c'est une compagnie. On en fait ce qu'on en veut d'un fantôme inventé. Il fait ce que vous voulez. Il vous écrit des choses merveilleuses. Il vous aime. Et en fait, ils ont la sensation d'être aimés. Chez les vrais fantômes, il n'y a pas cette sensation-là. Les vrais fantômes sont beaucoup plus agressifs. Alors c'est intéressant parce que, je vous l'ai dit, je ne crois pas à votre qualité de médium, mais en revanche, je veux bien croire que vous soyez très psychologue, et au fond, ces gens, avant toute chose, ont besoin qu'on les écoute. Et comme par ailleurs vous êtes animatrice à la radio locale, que votre voix est connue, ils ont l'habitude de vous entendre, ils vous font confiance. Vous avez une fonction, si on va au-delà du paranormal, et qui est une fonction d'écoute presque d'assistante sociale du Berry. Certaines fois, c'est un peu ça. C'est-à-dire le besoin d'être écouté, le besoin de communiquer, de se confier et on va dire, de vider un peu. Je suis un déversoir de la solitude, des angoisses et des vies maudites parfois. Et Patricia Daré, nous évoquions avant toute chose la deuxième histoire, l'histoire donc de cette vieille dame de Montluçon, Adèle, qui cohabite avec un fantôme qui est un ancêtre de son mari, qui est une jeune fille anorexique, qui est morte à l'âge de 22 ans et dont l'âme serait restée dans cette maison de Montluçon qui est dans la famille depuis le milieu du 19e siècle. Et j'ai une lecture qui n'est pas une lecture fantomatique, qui est une lecture psychanalytique. Cette histoire, au fond, nous renvoie à ce que les psychanalystes appellent les secrets de famille. Ces secrets qui se transmettent de génération en génération et qui viennent perturber les générations les unes après les autres. Est-ce que cette lecture vous va aussi? Ça n'est peut-être pas un fantôme, mais c'est un secret, une douleur, une blessure familiale qu'Adèle traîne probablement après sa mère, après son grand-père, et ainsi de suite. Alors, c'est tout à fait juste l'analyse que vous faites sur le secret de famille qui devient un fantôme qui peut hanter des maisons et des familles pendant des générations et empoisonner la vie de tout le monde. Le fantôme, c'est un surgissement de l'inconscient, en l'occurrence. Alors là, je pense qu'Adèle voyait quelque chose parce qu'elle le décrivait. Bon, selon moi, elle le décrivait trop précisément. Ça peut être effectivement l'incarnation, ou disons la matérialisation d'une douleur.
Ça peut être aussi un vrai fantôme qu'elle voyait, ne connaissant pas la douleur que cette femme avait vécue, ne connaissant pas cette histoire. Elle voyait vraiment le surgissement de la douleur. Mais c'est vrai que c'était une douleur. Et ce qui m'inquiétait beaucoup chez Adèle, c'est qu'elle avait vraiment copiné. Elle l'avait protégée. Elle ne voulait pas qu'elle s'en aille. Elle voulait garder une douleur à la maison. Une douleur, l'incarnation, la matérialisation de quelque chose de douloureux, de prisonnier, de routinier, de quotidien, qui faisait qu'elle devenait aussi, elle, prisonnière de cette douleur sans s'en rendre compte. Elle ne sortait plus. Elle ne voyait plus personne. Elle était devenue, elle et son fantôme, n'était devenu qu'un, en fin de compte. Et ce qui j'ai senti que c'était dangereux. C'est pour ça que je l'ai incité à se débarrasser de ce fantôme. Elle ne voulait pas, hein. On s'est heurté, elle ne voulait pas. Ça lui allait très bien qu'il y ait cette jeune fille qui passe de temps en temps avec sa robe bleue, avec son joli bandeau sur la tête. Ça n'est pas elle qui veut que vous veniez, c'est votre copine Annie qui veut que vous alliez là-bas. Absolument. C'est pas la même chose. C'est pas la que même quelqu'un chose, qui fait appel à vous, comme dans la première histoire dont on va parler tout à l'heure. Absolument. Adèle n'a pas envie que je vienne mettre mon nez dans ses affaires. Bon, elle me dit, elle était intéressée parce que elle savait que j'avais cette capacité de voir les fantômes. Elle était intéressée pour me montrer son fantôme comme on montre un meuble, une statuette, un beau tableau. Mais elle ne voulait pas que je le touche. C'était ça, en fait. Et surtout pas que vous le fassiez partir. Et que je le fasse partir, mais comment, quoi? C'était pas possible. Et ça m'a alertée. Ça, c'est dangereux. C'est très dangereux, cette histoire-là. Quelle différence est-ce que vous faites entre ce que j'appelle moi le secret de famille et ce que vous appelez vous un fantôme? Qu'est-ce que c'est qu'un fantôme? Un fantôme, oui, c'est vrai. Il y a un voisinage très très proche entre le fantôme et le secret de famille. C'est vrai ce que vous dites. En fait, c'est quelque chose qui nous ramène et qui nous rappelle un passé douloureux. C'est une douleur qui vient s'exprimer. Même si on ne connaît pas l'histoire, on est porteur de l'histoire. Je pense qu'on est porteur de nos fantômes. Mais le fantôme, vous lui voyez un visage, vous lui voyez une forme, oui. Vous le voyez soulever un canapé. Oui. Vous croyez que ce fantôme peut soulever ce canapé. C'est là que je ne vous suis plus. Eh bien parce que il y a le fantôme qui est la douleur. C'est pour ça que la base du fantôme, je dis, on a nos fantômes qui sont des faits avérés. Il y a aussi des vrais fantômes pour moi. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas partis, des âmes qui errent. Voilà, c'est ce qui m'éloigne un peu de vous. C'est-à-dire qu'il y a des vrais fantômes qui sont restés sur notre dimension, sur notre plan, pour continuer à dire ce qu'ils ont à dire, à être entendus ou à témoigner de leur peur, de leur angoisse. Mais vous croyez à leur capacité à soulever un canapé? Oui, bien sûr, la matière psychique. Et il y a des forces qui sont incontrôlables. Alors ça peut être le fantôme allié aux personnes à qui ça arrive. Parce que j'ai aussi vu des poltergeists, comme on dit, notamment dans une HLM. Alors c'est très très curieux, c'est pas dans une maison victorienne, mais à Bourges, encore à Bourges, des objets qui se déplacent dans une pièce, des armoires, etc. Tout est provoqué par une jeune fille qui est assise en face de moi, qui est bien vivante et qui a souffert, elle aussi, d'un grave problème dans son enfance. Donc je pense que nous sommes capables. Les fantômes sont capables et nous sommes également capables. Et le fantôme, la force qu'il déploie, souvent est liée à notre propre force. Il vient la chercher en nous, cette force, souvent. Alors la première histoire, l'histoire de ce prêtre enfermé dans son tabernacle après avoir été tué par des révolutionnaires après la Révolution française de 1789. Alors là, ce qui vous trouble, et ça m'a beaucoup intéressé, c'est que vous débarquez dans cette maison. A priori, tous les signaux sont au vert, il y a un fantôme, mais vous ne le percevez pas, il ne se manifeste pas. Est-ce que ça vous arrive souvent ? Non, c'est assez rare. Le fantôme qui se cache, qui se manifeste, puis qui est violent quand même. Il se manifeste violemment, mais il se cache en même temps, il ne veut pas être trouvé, c'est rare. Parce que les fantômes, généralement, n'ont pas cette conscience. Ils sont discrets ou ils errent, mais ils se manifestent dès qu'ils sentent qu'il y a quelqu'un qui peut les entendre. Et là, effectivement, je suis troublée parce que il m'échappe. Je ne sais pas ce que c'est. Et je dis, je ne sais pas du tout ce qu'est cette force. Je n'arrive pas à lui donner un nom. Je ne sais pas si elle était mise dans l'esprit des gens qui sont dans la maison, parce que c'est la première chose à laquelle je pense. Qui émet cette force ? Et puis, je vais comprendre très vite que c'est quelque chose qui leur échappe complètement. En plus, ils n'ont pas le profil de gens qui croient aux fantômes non plus. Oui. Et donc, ils sont des gens rationnels. Ah ben complètement. D'ailleurs, les gens que je vais voir sont... S'ils m'appellent, c'est que vraiment, je suis la dernière possibilité. On le fait un peu clandestinement et un peu gêné parfois.
Alors, je vais vous faire une confidence. Moi aussi, je suis chineur. Moi aussi, je fais les brocantes. Et je peux vous dire que si un jour j'ai l'occasion d'acheter un tabernacle du XVIIIe siècle, je le ferai. Et j'ai 2 ou 3 objets religieux chez moi. Vous dites dans votre bouquin que la place d'un tabernacle n'est pas dans une maison, qu'il est dans une église. Oui, alors je vais vous dire pourquoi. C'est parce que tout ce qui concerne le culte, les églises, les objets religieux, les objets qui ont été créés pour être dans les églises, lieux de culte, objets de culte, ont été conçus d'une manière énergétique différente des autres objets. C'est-à-dire qu'ils sont conçus pour être dans un endroit où l'on va se recueillir et prier, pas dans un endroit de vie. Et il s'avère que souvent, des objets religieux qui sont mis dans des contextes peu appropriés vont émettre une espèce de force qui est contraire. Alors on dit, dans mon langage de sorcière du Berry, on dit ils tournent à l'envers. Ça veut dire que d'un seul coup, ils vont irradier quelque chose de négatif. Et j'ai souvent remarqué, et j'ai souvent également des témoignages de gens qui ont dû retirer des objets religieux de chez eux parce qu'ils tombaient malades, parce qu'ils ne se sentaient pas bien, parce qu'ils ne trouvaient plus le sommeil. Et il s'avère que les gens qui créaient ces objets les ont créés, au siècle précédent bien sûr, aujourd'hui c'est un peu différent, avec des intentions. Et l'intention, il semblerait, comme le secret de famille... Elle est dans le bois. Voilà, l'intention est dans la matière. Et elle va conduire la matière. Mais vous le ramenez chez vous. Mais vous oui, êtes donc très imprudente. dans le jardin, parce que je ne veux pas le côtoyer pendant la nuit, je ne veux pas dormir à côté de ces Donc objets. c'est intentionnellement qu'il n'est pas dans votre maison, oui, je m'en que vous le protège. mettez dans la cabane du jardin. Oui, dans le jardin, parce que je ne veux pas qu'il irradie dans ma chambre, dans ma maison, je ne veux pas qu'il remplisse ma maison d'énergie que je ne connais pas, qui sont certainement négatives. Qu'est-ce que il est devenu, ce tabernacle? Parce que c'est pas raconté, ça. Alors, je crois que Vous il le a leur avez été rendu redonné. Oui, je crois qu'ils l'ont donné à un prêtre, à une paroisse. Et c'est généralement le retour des objets religieux, quand ils posent problème, ils reviennent dans des paroisses. Il y a aussi des cas avec des icônes chez des gens qui ont acheté des icônes russes, volées souvent dans les églises orthodoxes. Elles reviennent dans les églises. Il y a un moment, il y a un retour à C'est la vous source. qui le leur conseillez? Oui, je leur dis, en disant, mais qu'est-ce qu'on doit en faire? Est-ce qu'on doit le revendre? Non. Remettez-le, donnez-le à un prêtre, donnez-le à une paroisse. En plus, c'était un bel objet. Et il va retrouver une église. Vous leur avez livré votre explication à ces gens dont vous dites qu'ils étaient rationnels. Oui. Ils l'ont accepté? Oui, ils l'acceptent. Enfin, ils l'acceptent, oui, parce que, moi, ce qui est intéressant, pour moi, c'est de voir les soucis disparaître. C'est-à-dire que les gamins sont plus griffés, Voilà, il n'y a plus personne il y a ne reçoit plus de baffe, Voilà, on les vit canapés bien. ne se soulèvent pas. Exactement. Et il y a une belle harmonie dans la maison. Dès qu'il me dit ça y est, tout va bien, on vit bien, il n'y a plus de manifestation, c'est bon. Donc c'était bien ça, où il s'est passé quelque chose qui a fait que les choses rentrent dans l'ordre. Après, mon explication, la femme l'a totalement, et souvent les femmes l'acceptent beaucoup plus, les hommes, il y a toujours cette rationalité. Les hommes sont plus rationnels que les femmes. Oui, beaucoup plus, c'est difficile. Donc je me souviens qu'il m'a dit, alors si vous le dites, si vous le dites, mais lui était tranquille et était soulagé surtout de ne plus avoir ces manifestations. Après, de penser ou d'imaginer qu'il a pu croire à tout cela, je ne sais pas. À la fin de tout ça, il vous donne un petit billet? Non, jamais. C'est Il une vous chose le que je propose? refuse. Oui, souvent on me dit combien je vous dois, comme si on pouvait mettre de l'argent sur ces choses qui sont tellement... Je dis, c'est de l'ineffable. On ne peut pas taxer l'ineffable. Non, bien sûr que non, je ne prends rien. Et je m'en voudrais de prendre quelque chose. Après, ça me regarde. Je ne dis pas qu'il ne faut pas. Je dis que moi, je ne peux pas le faire. Et que je le fais volontiers. Et j'ai l'impression, je vais vous dire une chose qui est étrange, j'ai l'impression d'être payée au centuple. C'est-à-dire que souvent, quand j'ai fait des choses comme ça, que je rentre chez moi, et que les jours qui vont suivre, je vais être bien. Très bien dans ma tête, très bien dans ma peau, il va m'arriver des bonnes choses. Alors, comme je suis un peu superstitieuse, certainement, je dis c'est à cause de ça. J'ai fait du bien, donc le bien m'est rendu. Merci Patricia Daré Merci, de Christophe. nous avoir fait confiance une fois de plus. Merci à vous. On infiniment. attend votre prochain livre parce que là C'est on a gentil. essoré le premier, enfin celui-là, et on ne pourra pas raconter d'autres histoires tant que vous n'écrivez pas un livre Merci, c'est supplémentaire. très gentil à vous. Mais j'espère que vous reviendrez à cette occasion. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.